faut tout un village pour élever un enfant. Bonjour et bienvenue à tous et à toutes à ce nouveau podcast de l'Afropolitaine. L'Afropolitaine est un espace de libre parole et de réflexion dédié aux femmes noires. Parce que chaque Afropolitaine a un parcours différent qui mérite d'être entendu, l'Afropolitaine se veut être une sphère où les femmes noires se rencontrent, échangent et s'inspirent les unes les autres. Je suis Mélissa et je vous invite à découvrir le parcours de ces femmes noires inspirantes et captivantes. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Bazé Limbo. Hello Mélissa. Hello, comment tu vas? Ça va très bien et toi? Ça va très bien, merci. Ça fait tellement plaisir de t'avoir à ce podcast depuis... Enfin, depuis qu'on voulait le faire et tout. Franchement, je suis très contente d'être là. Merci beaucoup. Merci à toi et vraiment merci en tout cas d'être là. Et pour toutes les personnes qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais nous dire qui est Mrs. Bazé Limbo? Of course. Alors, je m'appelle Bazé Limbo, j'ai 37 ans, je suis française, née à Kinshasa, en République démocratique du Congo, et je vis à Paris. D'accord. Et est-ce que tu pourrais nous dire quelle petite fille tu étais? Quels étaient tes rêves de petite fille? Alors moi, petite, j'étais rêveuse. D'accord. Ah ouais, je me regardais devant le miroir, je m'imaginais ma vie, je m'imaginais déjà à l'époque sur un plateau. Ah ouais, déjà. Moi la petite, je m'imaginais déjà avec mon public, donc je prenais ma brosse à cheveux et je faisais ma Oprah quoi. Ah ouais. Ah ouais, déjà toute petite et j'aimais beaucoup regarder la télévision, j'étais passionnée de télé. D'accord. Donc toutes les émissions, en plus à l'époque, moi je suis une enfant des années 80, donc les émissions pour les enfants et tout. Dorothée, Dorothée, c'était ma go. Je ratais tous les mercredis, j'étais là. Et puis ouais, j'étais une passionnée de télé, de divertissement et au vu de ma personnalité aussi, je pense que ça a joué beaucoup dans tout ça. Donc élève studieuse aussi. J'aimais l'école. Ah ouais. C'est-à-dire que moi là. Dès que c'était le mois de septembre, fin août, j'étais prête au taquet. Au taquet. Yeah. Donc les enfants qui pleuraient, mais je ne comprenais pas. Je me dis, mais pourquoi tu pleures? C'est l'école. J'aimais l'école. Et j'étais une bonne élève, toujours été bonne élève. Et ouais, donc petite fille plutôt sage. Vraiment, pas forcément tout le temps obéissante. On veut pas être toi à la fois. Mais petite fille, un peu garçon manqué en primaire, je me rappelle de ça. Ah ouais. Tu sais, j'avais ma petite bande. Ah ouais. Je te jure, quand j'y pense maintenant, je fais non, c'est pas possible. Ah ouais, j'avais ma petite bande et tout. Et puis, je me vois à l'âge de 6-7 ans avec ma petite bande, c'est n'importe quoi. Et voilà, donc, non, une petite fille, comme je te disais, qui avait plein de rêves, qui pensait que tout était possible déjà très tôt. Voilà, et puis j'avais aussi des parents qui me poussaient à ça, qui me faisaient aussi comprendre que voilà, à travers aussi l'école, parce que c'est là aussi que j'aimais l'école. Mon papa il me disait, mais Jolie, parce que Jolie c'est le prénom qu'on me donne à la maison. Travaille bien à l'école, que tu verras, c'est à partir de là que les portes pourront s'ouvrir. Donc ma fille, courage, tiens bon et tout. Et moi j'ai toujours cru, j'ai fait, ah ouais, papa il m'a dit, il faut bien travailler à l'école. Allez, je travaille bien. Et j'aimais ça aussi, donc c'était pas une corvée pour moi. Et voilà. Voilà où j'en suis aujourd'hui. Ah ouais, mais là, avec cette introduction-là, je comprends maintenant pourquoi tu t'es orientée vers tout ce que tu fais actuellement. C'est vrai. Et en parlant de tes activités, en 2015, tu as créé Kill Entertainment, qui est une plateforme en fait 100% digitale où tu mets en avant en fait des initiatives, des projets, des portraits inspirants. Ouais. Tu proposes également de beaux événements, notamment Myriam Makeba. Oui. Mastery, qui a un très beau récit théâtral qui honore Myriam Makeba et que j'ai eu l'occasion de voir à plusieurs reprises et qui est génial. Absolument. Ça, c'est l'initiative de Patricia Essong, justement, qui est une chanteuse, une grande chanteuse, et qui a eu à cœur de mettre en lumière la vie de cette femme formidable qui est Myriam Makeba. Voilà, donc c'était ça. C'était pour les 10 ans, en fait, l'anniversaire de la disparition de Myriam Makeba. Elle a vraiment voulu la mettre à l'honneur à travers ce récit théâtral. Voilà. Et où tu as pu justement venir, ça nous a été venu plusieurs fois en plus. Ouais, j'ai kiffé. C'est-à-dire déjà un récit théâtral sur Myriam Makeba. Ouais. Pour moi, j'avais jamais entendu parler de ça et je me suis dit waouh, je vais aller voir pour voir. Voilà. Et honnêtement, j'ai retrouvé un acteur que j'adore, Émile Abosolombo. Oui. Honnêtement, cet acteur-là, ça faisait longtemps que je l'avais pas vu et ça m'a fait tellement plaisir de le revoir au théâtre. Et je me suis dit mais c'est génial, la chanteuse déchire, les musiciens derrière déchirent. Donc, mais c'est énorme. C'était beau. Et puis qu'est-ce qu'elle est belle dans cette pièce.
Patricia. Magnifique. Elle est magnifique. Et justement, c'est ça. Et ce que j'aime aussi avec les personnes avec lesquelles je travaille, parce que j'ai Ouais. accompagné justement Patricia dans la communication de son spectacle, c'est qu'elle a décidé d'y aller parce que elle est connue pour être une chanteuse, elle n'est pas connue pour être une comédienne, tu vois. Mais elle y allait, elle avait cet appel en elle, cette envie, et elle y allait. Et c'est ça en fait. Et Kila Entertainment aussi, c'est ça, c'est de pousser les gens, de montrer aux gens que tout est possible. Tu veux, tu as une idée, tu as un don, un talent, vas-y. Et n'attends pas que les gens te donnent la permission d'y aller. C'est terminé ce temps-là. C'est vrai. On ne demande plus la permission, c'est terminé. On y va. Et je trouve ça énorme parce qu'honnêtement, elle n'est pas comédienne de formation. C'est énorme ce qu'elle a fait. Ouais. Et puis même pour toi, surtout de lancer Kila Entertainment, en fait, quelles ont été vraiment les raisons qui t'ont poussé à lancer cette plateforme? Alors moi, j'évolue dans le domaine de la télévision depuis une dizaine d'années maintenant. Et pendant mon parcours, en fait, j'ai l'occasion du coup d'être présente dans différents événements audiovisuels partout dans le monde, et notamment en Afrique. Et j'avais assisté à un événement à Johannesburg, et il y a eu une conférence autour de la place du cinéma, en tout cas de l'audiovisuel africain francophone. Et autour de la table, tu avais des personnalités publiques, tu avais des chaînes de télévision, des directeurs de chaînes de télévision, mais qui ne représentaient pas en fait l'Africain francophone. Donc c'est-à-dire qu'ils parlaient de sujets finalement qu'ils ne connaissaient pas. Et je me suis dit, mais comment est-ce possible qu'il y ait des personnes comme ça qui parlent de nous, pour nous, et on ne se reconnaît pas? Donc est-ce qu'il ne faudrait pas que nous prenions, nous, la parole, que nous montrions, nous, ces porteurs de projets, ces entrepreneurs, ces personnes qui font, parce qu'ils font en fait, et pour un jour peut-être être nous autour de cette table-là et parler de sujets qui nous concernent. C'est vraiment fort comme projet parce que c'est vrai que dans les médias audiovisuels, malheureusement, souvent, ce sont les autres qui parlent de nous. C'est ça. Et le fait justement que tu aies pris l'initiative de parler de nous, mais par nous-mêmes, je trouve que c'est tellement fort. Bah oui, et puis et on est dans cette ère où il y a enfin des médias qui prônent justement cette valorisation de l'afro-descendant. Donc il y en a plein, et puis il y a une émergence depuis une dizaine d'années, 10 ans, 5 ans aussi, où on voit que avec l'ère d'Internet, Internet nous a énormément aidé. L'ère numérique nous a vraiment permis, avec notre téléphone, avec notre ordinateur, de pouvoir nous exprimer et de pouvoir atteindre une audience qu'on n'aurait pas pu forcément adresser il y a une quinzaine d'années. Voilà, donc Internet a vraiment bouleversé, elle nous a permis de créer ce pont entre nous aussi, de nous voir. De nous voir, parce qu'il y a encore quelques années, Mélissa par exemple, notre rencontre, s'il n'y avait pas eu Internet, tu comprends, donc merci à la révolution numérique. Je te jure, ça a vraiment fait des miracles. Vraiment, on a besoin de ça, en fait, de médias en fait, qui parlent de nous, mais avec des réalités qui sont vraiment réelles. Absolument. Parce que souvent, c'est beaucoup dans la caricature. Trop stéréotypes, caricatures, et on acceptait. Je me pose la question, je ne sais pas ce que tu en penses. C'est que j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, lorsqu'on dit non, lorsqu'on se dresse contre une idéologie, contre peut-être même des idées qui sont peut-être véhiculées aussi sur les réseaux sociaux, on a tendance à dire oui, on les entend trop. Mais est-ce que c'est parce qu'avant, on ne parlait pas? Je ne sais pas ce que tu en penses. On ne nous entendait peut-être pas avant. Aujourd'hui, on parle. Aujourd'hui, on dit non. Aujourd'hui, non, c'est plus possible en fait. Donc, je suis très heureuse en fait d'évoluer dans ce monde-là aujourd'hui, où on a la possibilité, de montrer de quoi on est capable et de le faire, de le prouver. Et tu vois aussi que tous les modèles économiques ont changé aujourd'hui. Que ce soit dans le domaine artistique, que ce soit dans n'importe quel domaine en fait. Aujourd'hui, tu as des compétences, tu as des talents, un don, tu y vas. Et ton audience, c'est toi qui vas la chercher. Et une fois que ton audience, elle a accroché, plus personne ne peut venir entre vous deux. Tout à fait. Vous voyez, il n'y a plus un producteur, ou il n'y a plus un manager, qui il n'y a plus là qui va censurer et va dire toi, tu as du talent, t'en as pas, toi, vas-y, passe. Non. Et puis bon, tu vois aussi que les fanbases aujourd'hui sont très 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 impliqués, hein, tu vois, ils sont engagés, hein, tu vois, c'est eux qui te portent en fait, même dans les moments où tu n'as plus de courage, ils te portent, ils te disent exactement. Donc je pense qu'on évolue dans un bel air, en tout cas pour mettre en avant toutes ces initiatives.
c'était vraiment une belle ère et honnêtement, ça permet à tellement de projets de voir le jour et c'est vraiment fort. Ouais, comme l'Afropolitaine, par exemple. Ouais. Qui est là depuis quelques mois, qui fait son petit bout de chemin. Ouais. Mais c'est vrai que Internet, ça permet tellement de choses. Ouais. C'est une belle ère. En tout cas, on en profite. On en profite, on est là. Il ne faut pas nous couper Internet. Hein. C'est ça. Il manquerait plus que ça. On disparaît tous. Ah, mais des putes. Et du coup, en parlant d'Ekila, récemment, tu as créé Ekila Kids. Ekila Kids. Ah ouais, Ekila Kids, il faut absolument qu'on en parle parce que ce projet-là est tellement puissant. Ouais. Enfin, c'est un projet que tu as voulu dédier aux enfants. Oui. Est-ce que tu pourrais nous raconter la genèse de ce beau plaisir. projet? Alors, comme je te disais, moi je travaille dans la télévision, dans l'audiovisuel et je gère la communication en fait un grand groupe international de télécom. Et mon métier, c'est d'assister à des salons professionnels autour de l'audiovisuel. Et puis, il y en avait un à Cannes auquel j'ai assisté il y a à peu près il y a 2 ans, justement. Et sur l'allée du salon, je vois une femme magnifique, une femme noire passée avec une tenue juste magnifique. Je suis trop belle. Et puis je dis si elle passe devant mon stand, je l'arrête pour qu'on parle un peu, pour qu'elle me dise d'où elle vient, etc. Et elle est passée devant le stand, donc elle s'est arrêtée, on a sympathisé. Et il s'avère que c'est une productrice en fait de films. Elle accompagne aussi les acteurs nigériens. De Nollywood. Et elle avait un de ses films qui avait été comment on appelle ça, projeté à Cannes une année plus tôt. Donc au Festival de Cannes. Donc elle me raconte une histoire, je me suis dit, c'est génial cette fille, elle est extraordinaire. Et on échange, on sympathise. Donc le salon dure plusieurs jours, donc on est resté à sympathiser pendant la durée de l'événement. Et là elle me dit, Basili, tu sais, moi je viens du Nigeria. Et j'ai une association qui s'appelle Africa Children Creative Network. Et cette association, en fait, elle a pour but d'aider les enfants au Nigeria à être scolarisés. Et on organise dans 3 semaines un événement qui s'appelle No Girl Left Behind, où on réunit plusieurs jeunes filles âgées entre 8 et 15 ans. Pour la question d'empowerment, tu vois, de les accompagner, etc. Donc ça se fait au Nigeria et on parlait, on dit il se passe des choses côté anglophone, vous faites plein de trucs et tout. Et elle dit vas-y, pourquoi pas créer un pont avec l'Europe, pourquoi pas créer un pont entre Lagos et Paris. Et toi aussi de ton côté tu organises un événement avec des enfants pour justement que ces enfants au Lagos voient qu'il y a d'autres filles à Paris qui sont là et qui les encouragent. Elle me dit, je lui fais d'accord, on a combien de temps? T'as 15 jours. 15 jours 15 jours. Je fais, non mais, t'es sérieuse là? Elle s'appelle Inia. Elle me fait, mais oui Basili, bien sûr c'est possible. En fait, nous en France, c'est ça notre problème. C'est-à-dire que on y va tout doucement, un peu comme ça. Elle me racontait que déjà, elle était sur 10 projets en même temps. J'ai dit, mais 10 projets Elle te demande d'en monter en 15 jours. En 15 jours. Et c'est ça l'esprit anglophone. Parfois, on se dit, mais pourquoi les côtés anglophones, ça bouge? Parce qu'eux, ils prennent le risque, ils y vont. Tu vois, ils entreprennent. Ils y vont. Et je fais, ok, je prends. Et pendant 15 jours, il a fallu que je trouve une salle. Il fallait que je trouve en plus 30 enfants, parce qu'elle m'a dit qu'il fallait 30 enfants pour venir, etc. Et ça, c'est fait, en fait. Et c'est comme ça, en fait, qu'on a pu créer le premier, finalement, qu'on appellera plus tard Ekila Kids, réunir 30 fillettes de 5 ans à l'époque. Ouais, c'était 5 à 16 ans. Et autour du thème No Girl Left Behind. Et donc, on s'est arrêté là. Et puis, je me suis dit, finalement, il s'est passé quelque chose ce jour-là. Il s'est vraiment passé quelque chose. Et ces petites filles, ces fillettes, ces jeunes filles, qui viennent de la diaspora, parce que c'était principalement des fillettes afrodescendantes, noires, métisses. Et j'ai senti qu'il y a eu un besoin aussi de leur part d'avoir cette valorisation, cette estime de soi. Qu'il y a des questions aussi qui ont été relevées comme la couleur de peau, le cheveu. Et je me suis dit, faut pas qu'on s'arrête là. Allez, on continue. Et c'est là que Ekila Kids est né. Et après sa première édition de No Girl Left Behind, on a organisé un autre événement qui s'appelait Capture the Future.
Donc, c'est-à-dire qu'on a réuni encore ces mêmes enfants et on s'est dit, bah voilà, pour cette édition-là, dites-nous quel est le métier que vous souhaiteriez exercer plus tard et on va voilà, vous habiller, voilà, vous apprêter tel un médecin, tel une coiffeuse, telle une cuisinière, etc. Donc, elles sont toutes venues avec leurs petites apprêtées. Donc, on avait des marraines qui sont formidables parce qu'il faut savoir aussi que si Equila Kids existe aujourd'hui comme il existe, c'est parce qu'on a vraiment une belle équipe. Equila Kids, c'est les enfants évidemment, mais ce sont aussi les marraines. Donc lors de ces événements-là, souvent on a des marraines. Donc si on a 30 enfants, ça veut dire qu'en face on a aussi une trentaine de marraines qui sont là, qui passent du temps avec elles. Et Equila Kids, c'est ça en fait. La vision qu'on a aujourd'hui, c'est de se dire on veut mettre face à ces enfants des modèles, des femmes, des hommes qui leur ressemblent, auxquels les enfants peuvent s'identifier et où ils peuvent se dire « Ah bah oui, bah c'est possible ». Parce qu'on parlait de télé, on parlait de comment j'étais moi quand j'étais plus jeune, quand j'étais petite, tu vois. Mais moi, j'avais pas de modèle, je savais... Tu vois, quand je regardais la télévision, je voyais une femme noire ou un homme noir. C'était souvent dans des métiers... comme, je sais pas moi, femme de ménage, vigile, sans pour autant dire que ces métiers-là, il n'y a pas de sous-métier, si tu veux, mais c'est toujours les mêmes représentations. Ou bien la femme, les prostituées, par exemple, aussi. Tu vois, souvent, ce sont les mêmes images. J'aurais bien voulu, moi aussi, voir un homme d'affaires, ou bien un homme, je sais pas, moi, médecin, avocat. Ou les seuls moments où est-ce qu'on pouvait voir ce type d'homme, c'était les Américains. Ouais, le c'était prince aux de États-Unis. Bel-Air, voilà. C'est les seuls. série. Donc, mais en France, on n'a pas forcément ces images-là. Donc là, je te parle de la télévision, mais là, dans la vraie vie, c'était encore une autre affaire. c'est encore une autre affaire. Et du coup, je me suis dit non, c'est important d'avoir une représentation. La représentativité est essentielle. Et donc, il y a eu ce Capture the Future. Après, on a aussi organisé un événement spécial pour les cheveux. C'était I Love My Hair. Yeah. Voilà, donc on a eu plusieurs ateliers où des marraines sont venues. Donc des marraines, il faut dire qu'elles viennent de tous les domaines d'activité. Elles sont blogueuses, elles sont journalistes, elles évoluent dans le domaine de la médecine, des juristes, on a des mères au foyer aussi, on a des enseignantes, des artistes, on a vraiment de tout. Voilà. Et donc I Love My Hair, c'était génial, ça s'est super bien passé, les filles ont adoré. Il y a vraiment eu de très belles histoires, comme une petite fille aussi, je me permettrais on va l'appeler Clara, qui a 7 ans, et en arrivant, elle était pas très sûre d'elle. Clara, il faut dire que c'est une petite fille très réservée, tu vois, qui parle pas beaucoup mais qui observe. Et elle était à la table de son atelier et c'était autour de j'apprends à connaître la texture de mes cheveux. C'était le thème de l'atelier. Et la question, en fait, en commençant, la marraine demande à chacune, alors voilà, qu'est-ce que vous aimez dans vos cheveux ? Et Clara, elle dit, non, moi, j'aime pas mes cheveux parce qu'ils sont crépus et ils sont courts. Et là, tu te dis, waouh, donc en tant qu'adulte, tu sais, charisme, quoi, tu vois, donc on essaie de garder, t'as la petite larme là qui te monte à l'œil, mais tu te dis, je peux pas pleurer devant l'enfant. Et tu te dis, waouh, ok. Et elle dit, mais pourquoi tu n'aimes pas tes cheveux ? Elle dit, non, mes cheveux, ils sont pas beaux. Et mon Dieu. 7 ans. L'enfant a 7 ans. Tu entends ça. Et donc la marraine et moi, on se regarde, celle qui est menée l'atelier. Donc elle a continué et voilà, elle a appris plein de choses. Elle a appris comme pourquoi ses cheveux avaient cette texture-là, comment s'en occuper, etc. Donc ça, c'était en début d'après-midi. Et en fin de journée, du coup, une fois que les enfants avaient passé différents ateliers, je retourne voir Clara et je lui demande alors comment s'est passée ta journée. Et là, elle avait un grand sourire. Elle me dit, ah tata, ça s'est très bien passé. Et je lui dis, alors tes cheveux, comment tu les trouves ? J'adore mes cheveux. C'est super parce qu'honnêtement, je te cache pas que quand tu as dit cette phrase-là, qu'elle a dit qu'elle aimait pas ses cheveux ou quoi, moi ça m'a touchée parce que ça me rappelle des souvenirs. Tu vois un petit peu. Parce qu'en fait, c'est un effet miroir en fait. Elle nous Absolument. a en fait voyager en fait des années auparavant. Tu vois un petit peu. Et c'est ça. Et quand elle te le dit, c'est le miroir. Exactement. Tu as vraiment tout dit. C'est un miroir de toi-même. Tu te vois à son âge, 7 ans, Clara, et on s'est quasiment, je pense, toutes posé cette question-là ou eu cette réflexion-là par rapport à nos cheveux. Là, tu me vois aujourd'hui, j'arbore ma superbe couronne. Yes. On peut le dire ou pas ? Yeah. Merci. Et fièrement. Alors que je pense pas qu'il y a quelques années, je l'aurais fait. Non.
Je le dis sincèrement, je ne l'aurais pas fait. Mais aujourd'hui, je le fais. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu toutes ces femmes aussi qui ont j'allais dire, osé, tu te rends compte ? Ouais. J'allais dire, oser porter ses vrais cheveux, mais c'est incroyable. C'est vrai que Qui portent leurs cheveux, quoi. Et que tu dis, bah ouais, mais elle est jolie. Bah moi aussi, je peux être jolie avec mes cheveux, en fait. Et les laisser comme ça. Et puis, mais nos cheveux, ouais, ils sont versatiles. Et puis, je peux en faire ce que je veux. Si j'ai envie de les laisser comme ça, si j'ai envie de me tresser demain, ou bien mettre une perruque, ou bien autre chose, j'ai le droit. Et je suis jolie aussi, comme ça. Et donc, Equilakin, c'est ça, on apprend ça aussi aux enfants. Et pourquoi ça fonctionne aussi bien, je pense, pourquoi on réussit à fédérer, je pense, autour de ce projet-là, c'est qu'on se reconnaît, comme tu as dit. On se reconnaît dans ces enfants-là. Et on se dit, bah, si à leur âge, j'avais pu avoir justement la possibilité d'assister à ce genre d'événement, comment je serais là aujourd'hui, moi, Basie Limbo, à 37 ans, comment je serais, tu vois ? Et voilà, et donc l'avant-dernier événement où tu étais, tu te souviens ? Ouais, I love to be me. I love to be me. Et là, c'était vraiment un thème plus général sur l'acceptation de soi, sur l'estime de soi, la confiance. Et ça s'est super bien passé. Enfin, je parle pour les personnes qui étaient présentes, mais tu as pu voir. Ah ouais, moi, ça m'a tellement touchée. Si tu veux, quand j'ai vu ton projet, je me suis dit, bah, pourquoi pas me proposer aussi de participer. Et quand j'ai vu les petites filles, parce que moi, j'étais dans un groupe de filles qui avaient 5-6 ans par là, et je me suis dit, mais waouh, c'est énorme. Et je me suis dit, mais j'aurais tellement aimé avoir ça quand j'étais enfant, parce que quand j'avais 5-6 ans, j'avais pas forcément de modèle positif qui me ressemblait, hormis ma famille. Absolument. C'était souvent des bandits. Enfin, être noir, c'était souvent, malheureusement, négatif. Et j'ai trouvé ça énorme. Et de voir des petites filles qui avaient confiance en elles à cet âge-là, j'ai trouvé ça, mais c'est dingue. Et je me suis dit, mais si à cet âge-là, elles ont confiance en elles comme ça, mais elles vont devenir Oprah Winfrey à côté, elle fera pas le poids, tu vois. Et je me suis dit, mais c'est extraordinaire. Et le fait que tu aies fait ça, je te dis chapeau. Merci beaucoup. Je te dis chapeau, et tu renouvelles ça avec les garçons. Oh, incroyable. Alors là, nouvelle aventure. Ah mais là, surtout qu'on a vraiment besoin de ça, et surtout les petits garçons. Les petits garçons, c'est vrai on s'occupe on s'occupe pas beaucoup des petits garçons. Souvent on parle des femmes, on parle des filles, et on a eu beaucoup de mamans qui ont dit, bah, alors les garçons, c'est pour quand mon fils, c'est pour quand. Et j'ai dit, mais oui, mais c'est vrai ça, les garçons. Parce que nous, on fait des choses pour nous, qui nous ressemblent, qui nous parlent. Mais on se dit, bah non, bah oui, les petits garçons, finalement, eux aussi, ils ont besoin. Il n'y a pas que nous qui vivons des galères ou qui recevons des invectives comme ça en cours de récré. Les petits garçons aussi, ça se passe comme ça. Et je me suis dit, ouais, allez, on organise quelque chose pour les garçons. Donc, on se fait accompagner là par un homme aussi, par un concerné, donc Guy Inchaud, qui est le cofondateur de Clésis Consulting et aussi de Clésis Junior, donc qui a aussi l'habitude justement d'être auprès des enfants, des adolescents, et évidemment Little Nappy, donc Ashley Auguste aussi, qui co-organise aussi cette édition-là. Donc il était vraiment important, vraiment, tu sais, et tu as pu le voir, et Equilakin, ça permet aux enfants de se trouver. Ça permet aux enfants de se trouver avec les adultes avec les enfants, tu vois, de se nourrir les uns les autres, mais aussi nous, les adultes. De parler entre nous, de se retrouver, d'échanger, de réseauter aussi. Donc, il y a pas mal de liens aussi qui se font, et c'est ça que je trouve extraordinaire. C'est ça que je trouve extraordinaire. Vraiment, c'est vraiment fort. Mais il y a même un truc que je rajouterais, c'est que je pense que Equilakin, ça permet aux adultes de guérir. Dans la mesure où, honnêtement, quand j'ai animé cet atelier-là avec les petites filles, je me suis retrouvée face en fait à mes propres blessures d'enfant, en fait, par rapport à l'acceptation, ce genre de choses. Et surtout, il y a une petite fille qui m'a vraiment marquée. Elle m'a dit, oui, quand j'étais enfant, qu'est-ce que je raconte plus que c'est une enfant. Elle me disait, oui, en classe, il y a une bande de garçons qui m'ont dit que j'étais moche. Et quand elle a dit ça, moi, ça m'a fait revoyager des années auparavant, parce que j'avais vécu la même chose. Et je me suis dit, mais waouh. Et de pouvoir justement, parce que moi, j'ai pas de grand frère ni de grande sœur, je suis l'aînée, et de pouvoir, si tu veux, aider cette petite fille-là et lui dire que, écoute, ce qu'ils disent de toi ne te définit pas. Moi, ça m'a fait du bien. Parce que je me suis dit, j'aurais aimé qu'on me dise ça. Et ensuite, de voir son sourire après, je me suis dit, mais waouh. Et je me suis dit, mais non, c'est extraordinaire cette initiative. Et tu sais que ce qui s'est passé, elle va garder cette image-là très longtemps. Ouais, j'espère. Très longtemps. Et souvent, ce qui est bien avec Equilakin, c'est que
le fait que ce soit des personnes qui ne sont pas de ton cercle proche, qui te disent ces vérités, finalement, je pense que tu les prends différemment que ta maman ou ton papa ou ta tata, tu vois, qui te font des bisous toute la journée. Voilà, c'est déjà acquis. C'est déjà acquis, tu vois. Mais quand c'est un étranger ou voilà, une personne que tu viens de connaître qui te dit ça, tu vois, qui te disent « Ah, mais vous êtes vraiment… » Ou bien même dans la rue, parfois, des inconnus qui te font des compliments, mais tu les prends différemment. Tu te dis, bon… Ah bon, ouais, ok, merci. Tu t'y attends pas. Tu t'y attends pas et ça fait plaisir, tu vois. Et c'est ces petits, ces petites graines que l'on sème. Et il faut continuer, il faut arroser. Et puis là, le 29 février, comme tu as dit, on organise le Ekila Kids for Boys. Yeah. On a déjà plus d'une vingtaine de parrains, parce que là, du coup, on met des hommes adultes face à ces enfants-là. Et c'est extraordinaire. Moi, franchement, je suis… j'ai pas les mots, parce que lorsque tu demandes à des hommes de venir, de passer un moment avec les enfants, c'est un oui immédiat. Les gens disent oui. Donc tu vois, on aura des personnalités publiques, on aura des hommes qui n'ont pas le temps en fait. Qui sont overbookés, mais qui se disponibilisent pour les enfants. Qui se rendent disponibles pour les enfants et ils nous disent c'est extraordinaire ce que vous faites, et j'aurais aimé aussi. En fait, c'est la phrase qui ressort souvent. C'est moi aussi, j'aurais aimé avoir ça quand j'étais plus petit. J'aurais aimé avoir ça. Et là, je te parle pas des mamans aussi qui sont tellement contentes, qui sont tellement heureuses aussi, et je pense que tout le monde est content. Tout le monde est content, et pour Ekila Kids Love to Be Me, j'ai vu des larmes aussi, des mamans. Ah ouais. J'ai vu justement la maman de cette petite fille-là dont je te parle. Les larmes. Les larmes, pardon. Oui, je connais. Parce qu'honnêtement, c'est hyper touchant d'entendre un enfant dire ça. Larmes, c'est vrai. Parce que c'est vrai que nous, en tant qu'adultes, on a tendance, malheureusement, quand on a été blessé enfant, ces blessures-là sont en nous, mais on n'en parle pas. On les garde. Et de voir des enfants qui le disent comme ça, de façon aussi crue, ça… Oui, c'est vrai ce que tu dis, parce que pareil, des témoignages de maman, ça c'est juste moi c'est ce qui me… ça fait vraiment chaud au cœur. Des témoignages de mamans qui nous disent grâce à Ekila Kids, en tout cas grâce à ce moment-là, ma fille, je l'ai pas reconnue pendant 15 jours, 3 semaines, elle avait des étoiles dans les yeux. Elle était genre en mode girl power diva. Ah mais oui, c'est ça. Et les enfants qui étaient de nature un peu plus timide, réservée, qui commencent, tu vois, à courir pendant l'événement, c'était là à défiler, mais head up, tu vois. Et tu te dis waouh, il y a quelque chose qui se passe souvent là. Avec Ekila Kids, il se passe toujours quelque chose, et il y a des rires, on rigole. Il y a des larmes aussi, il y a beaucoup d'émotions, et surtout beaucoup d'amour et de bienveillance. Beaucoup d'amour et de bienveillance. Et je pense que c'est ce qui nourrit aussi cet événement, c'est ce qui nourrit aussi les enfants. Et souvent, les personnes en fait, qu'on accueille, parce que les parrains, les marraines, ce sont nous, souvent, qui allons vers eux, on fait attention aux personnes aussi qu'on fait entrer en tant que parrain et marin, parce que c'est une demi-journée, mais que tu passes avec l'enfant, c'est pour l'enfant en fait. Donc il faut aussi s'assurer que la personnalité de l'adulte qui soit là vienne vraiment avec de la bienveillance, de l'amour, et qui soit vraiment prêt en fait à donner du temps, à donner de l'amour, parce que c'est ce que l'enfant souhaite recevoir pendant ce moment-là, même s'ils viennent en se disant tiens, je vais jouer, je vais faire des ateliers, mais c'est cette attention. Ouais, parce que c'est vraiment important, parce que c'est vrai que les enfants en fait retiennent tout. Ils ont un disque dur en fait qui n'est pas rempli comme le nôtre, et toutes les informations qu'ils absorbent, ça reste. Ils absorbent et que ça reste. Voilà. Coup, en tout cas, j'espère vraiment que tous ces beaux sentiments resteront en eux longtemps. Je pense que ça va rester longtemps, parce que je sais pas si tu te rends compte en fait des graines que tu es en train de semer chez ces enfants. Parce que c'est des graines qui vont germer. Et c'est drôle que tu me poses la question, parce que je ne pense pas forcément mesurer tout ça. Mais quand j'entends les mamans, quand j'entends les parents revenir vers moi avec ces discours-là, c'est là où je me dis ah ouais, ok, d'accord. D'accord, mais comme tu vois, on fait les choses parce que même pour nous en fait, parce que finalement, comme tu dis, on se retrouve dans ces enfants-là. Nous aussi, on a eu cet âge-là. Nous aussi, on a traversé aussi ces choses-là. Et comme tu dis, je pense qu'on le fait peut-être aussi pour nous. Tu vois, je pense qu'on le fait aussi en y réfléchissant un peu.
Ok. Et du coup, en parlant de Ekila, que ce soit pour Ekila Entertainment ou Ekila Kids, tu as Ouais. choisi comme nom Ekila. Ekila, Ekila en lingala, ça oui. évoque en fait l'interdit. L'interdit, un petit peu, Et je voulais te demander, oui. mais pourquoi avoir choisi ce nom-là pour ces deux projets? Ouais. Alors, comme tout entrepreneur ou porteur de projet, quand il faut que tu trouves un nom, bon, bah, là, t'es là, tu te casses la tête un petit peu. Il faut un nom, un beau nom percutant, un nom qui retient, etc. Et je me suis dit, alors, au lieu de penser à un nom, pensons plutôt à la raison pour laquelle tu te lances. Pourquoi tu fais ça? Et à la base, Ekila Entertainment, c'était, comme je te disais tout à l'heure, c'était vraiment pour mettre en exergue ces portraits, ces initiatives dont on ne parle pas forcément dans les médias mainstream. Et je me dis, alors qu'est-ce qui me raccroche un peu à mes origines en fait? La terre-mère, mère, maman. Oh, on tient quelque chose là, maman, ok. Et donc là, j'ai pensé à ma mère. Et quand j'ai pensé à elle, je me suis dit, en plus, ma mère, si tu savais, ma mère, elle est très dynamique, très drôle, très vraiment, une femme très érudite, intelligente. Et je me suis dit, ouais, Ekila Entertainment, c'est ça. C'est ce qu'elle représente, elle. Et elle s'appelle Ekila. Donc voilà, donc c'est pour ça que je me suis dit, ouais, Ekila Entertainment, ça marche bien, parce qu'à la fois, j'ai ce lien avec l'origine de la mer et du pays, du lieu où je suis née, et à la fois ce côté de la femme dynamique, cette femme qui a aussi voilà, poussé les portes, en fait. Tu sais, elle a défoncé les portes, en fait, vraiment, pour être ce qu'elle est aujourd'hui. Parce que voilà, quitter ton pays à 24 ans, tu vas venir dans un continent que tu ne connais pas, c'est aussi une aventure, c'est aussi ce risque-là que nos parents ont pris. Et voilà, donc c'est tous ces éléments-là, en fait, qui finalement représentent ce que je voulais porter avec Ekila. Et c'est pour ça que je l'ai appelé comme ça. Mais je trouve ça très fort parce qu'en fait, tu pars en fait de toi, de ton histoire, Ouais. pour inspirer les autres. Et d'ailleurs, ce qui m'a vraiment touchée aussi quand j'ai assisté justement à Love to Be Me, c'est qu'elle était là. Oui, Ekila est là, of course. Elle était là, elle est toujours là, ouais. Et j'ai trouvé ça extraordinaire justement de voir que tu es partie justement de ton histoire, tu es partie de ta maman. Et que ta maman, justement, t'accompagne dans ce projet. Qu'est-ce que ça te fait, en fait, de voir ta maman, justement, quand elle assiste à tes... c'est très fort, hein. C'est très fort. Déjà, j'ai cette relation assez forte avec ma mère. Et lorsqu'elle est là, en fait, tout prend son sens. Les choses prennent leur sens et c'est naturel. Et elle est là, et puis elle apporte aussi cette énergie. Tu vois, c'est important aussi de savoir que ta mère est là. Il y a aussi mes sœurs qui sont là, mes frères qui sont là. Il y a aussi la famille qui est là, qui aide, qui soutient. Et en tout cas, elle est très heureuse, elle est très fière. Et là, maintenant, elle sait qu'elle a une centaine de petits-enfants. En tout cas, avec Ekila Kids. Donc, non, c'est une grande fierté pour elle. Non, mais j'imagine, c'est juste énorme. Mais surtout, toi, qu'est-ce que tu en retires justement de ces deux aventures, que ce soit Ekila Kids et Ekila Entertainment? Qu'est-ce que ça t'apporte à toi, personnellement? Waouh, très bonne question. Alors, moi, ce que ça m'apporte déjà, je me sens à ma place, encore une fois. C'est-à-dire que ce sont des initiatives que j'ai portées alors que j'étais encore salariée. Donc, c'était des projets que j'ai menés, je n'avais pas forcément à plein temps. Donc, c'est une vraie volonté de ma part de m'y investir, que ce soit en temps, que ce soit même en argent. Donc, ce que je retiens de tout ça, c'est que c'est mon appel, en fait. Je sais pourquoi je suis là. Voilà. Et j'ai découvert ça à travers moi, ce que je suis, qui je suis. Et ta première question, elle était essentielle. C'est qui étais-tu quand tu étais petite? Qu'est-ce que tu voulais devenir? Et ça, c'est une question, je pense, qu'on doit tous se poser. C'est pourquoi tu es là, en fait. Quel est ton rôle sur cette terre, finalement? Tu es là pour faire quoi? Finalement, je pense qu'une fois que tu sais pourquoi tu es là, quel est ton don, quel est ce talent, et est-ce que tu l'utilises, ce talent-là, finalement? C'est très important, parce qu'on a souvent, en fait, dans nos sociétés, tendance à aller dans des directions qui nous sont imposées par nos parents, par notre éducation, parfois aussi, mais on ne suit pas cette voie, cet instinct-là qui est en nous. Et moi, je l'ai suivi, ça. J'ai suivi cet instinct-là. Je sais que depuis toujours, moi, c'est la communication, c'est les médias, c'est le divertissement qui me porte. Et je suis une personnalité aussi qui c'est ce qu'on me dit, qui fédère.
qui amène les gens, qui rassemble les gens. Et à travers Equila Kids, c'est ce qui se passe aussi. Parce que c'est aussi rassembler aussi des personnes autour d'un projet, autour d'enfants, finalement. Et on se retrouve. On se retrouve. On se construit. On se parfois même reconstruit, comme on a pu le dire. Et je me sens bien. Je me sens même très, très bien. Tu te sens bien et ça se voit. Honnêtement, ça se voit. Et honnêtement, c'est incroyable ce que tu fais. Et je souhaite une longue vie à Equila Entertainment et Equila Kids. Parce qu'honnêtement, merci beaucoup, we need you. We need you. Vraiment, vraiment. Merci beaucoup. Quand je suis venue, honnêtement, je ne savais pas à quoi m'attendre parce que c'était la première fois que je marinais. Et je suis sortie de là, mais waouh! C'est beaucoup d'émotions en fait. C'est beaucoup d'émotions. Beaucoup. Ouais, c'est beaucoup d'émotions et souvent les gens ne veulent pas partir. Les enfants, à commencer par les enfants, alors qu'ils ont passé 5-6 heures, je dis bon. Mais c'est pour ça qu'on en organise régulièrement. Et j'ai hâte aussi bientôt de vous annoncer que Equila Kids va aussi participer à même d'autres événements en dehors de ce que l'on fait, parce qu'on est appelé aujourd'hui. Donc, de grands événements nous appellent pour pouvoir aussi organiser des Equila Kids en tout cas, on a hâte. Au sein même de leur événement. Donc, voilà, ça prend bien. Et merci pour tous ces beaux vœux. Et je pense que ça va bien se passer. Ah bah oui, honnêtement, ça ne peut que bien se passer. Honnêtement, j'ai hâte de voir la suite. Vraiment, merci. Hâte. Et en parlant d'africanité, tu es née africaine de par tes origines. Absolument. Et je voulais te demander quand et comment tu as pris conscience de ton africanité. Waouh, alors ça c'est une excellente question. Donc moi j'ai grandi en Normandie. Donc je suis née à Kinshasa, mais je suis arrivée à pratiquement 2 ans ici en France. Et j'ai grandi en Normandie, dans une petite commune de la région rouennaise. Donc faut dire que dans notre commune, on était, quand je suis arrivée, genre 3 familles sur 10 000 habitants, peut-être 3 familles afro, quoi. Donc moi l'école c'est avec Julie, Charlotte. C'est un peu comme à la Marly avec Julien, un peu, c'est ça, exactement. Donc voilà. Donc j'ai même pas tout de suite senti que j'étais noire en fait. Je ne savais pas que j'étais noire finalement. Sauf à la cour de récré une fois. Alors j'étais petite, comme quoi on s'en rappelle les enfants. À la cour de récré, un petit garçon, donc c'était genre en CE1, qui me regarde et qui me dit Noiraude. Et moi je sais pas ce que ça veut dire Noiraude, moi. Donc mais autant de sa voix, j'ai entendu noir, donc je me suis dit ok, rôde, je sais, mais c'est plus l'intonation et puis la moquerie, tu sens qu'il y a de la moquerie. Donc je me souviens avoir dit à mes parents, enfin qui m'ont rassurée, etc. Donc mais à part ça, j'ai pas senti vraiment, si tu veux, de racisme, en tout cas moi, que je prenais comme ça, si tu veux. Donc j'ai grandi, collège, pareil, avec Julie, Charlotte et Marc. Et c'est arrivé peut-être au lycée, et encore au lycée, non, c'est pas vrai, parce que lycée, j'étais dans un lycée privé de Rouen, catholique, et puis non, il y avait toujours Jean-Marc, Julie et Charlotte. Et c'est en arrivant à Paris. C'est-à-dire qu'en fait, après mes études, j'ai fait mes études, mon école de commerce, j'ai fait à Rennes, en Bretagne. Ensuite, la première chose que j'ai voulu faire, c'est partir à l'étranger. Moi, il fallait que mon anglais, il fallait que je l'assure, que je parle déjà un peu anglais, mais je me suis dit non, je vais à Londres, donc j'ai vécu 4 ans à Londres. Donc là-bas, à Londres, ville hyper cosmopolite, très bien, j'y suis restée 4 ans. J'arrive à Paris et là, je retrouve mes amis de l'école de commerce à Rennes, mais j'avais pas d'amis noirs en fait réellement, tu sais, à part ma famille, à part quelques amis que j'avais eu à Rouen, mais j'étais pas entourée de beaucoup de noirs. Je suis bon allez, est-ce qu'il y a pas des événements un petit peu, tu vois, des choses, blagues, donc je tape blague sur Facebook. Facebook était né, merci Facebook. Donc je tape et tout, black event, noir, etc. Et puis je commence à trouver des petites choses, tu vois, des petits events. J'y vais. Donc il y avait
Maya Frowick, qui est un média aussi qui propose des événements comme ça. Donc, je regarde grâce à Maya Frowick, je vois qu'il y a des événements, donc je suis. Et là, je commence à découvrir des gens aussi qui me ressemblent, des gens qui ont aussi un niveau, j'allais dire, un peu comme le mien aussi. On a fait des écoles, on a à peu près eu les mêmes parcours et c'est hyper intéressant. Et là, je commence à me dire, ok, alors c'est quoi mon histoire en fait? Être noire, ça veut dire quoi? Et c'est aussi ces personnes-là que j'avais en face de moi qui me faisaient me questionner sur mon africanité, des questions que je me suis moi jamais posées finalement. Et je me suis posé la question, mais pourquoi en fait où sont les Noirs en fait à Paris? Que faisons-nous? Pourquoi? Et c'est là que j'ai commencé à essayer de comprendre. Et j'ai voulu lire, j'ai voulu au niveau de l'histoire comprendre, parce qu'à la télévision, à l'école, on ne nous en parle pas. Non. J'ai souvent remarqué, je ne sais pas si toi aussi tu as fait ce constat-là, c'est que quand il s'agit de parler des Gaulois et autres, on passe beaucoup de temps à l'école, les Wisigoths, tout ça, le but n'est vraiment pas de décrire cette histoire-là parce qu'elle est importante, mais j'ai toujours remarqué une chose, c'est que quand il s'agit d'aborder l'esclavage à l'école, ça passe tellement vite. Ce chapitre-là, il est balayé, mais d'un trait. Absolument. Et la première fois, justement, que tu découvres des Noirs dans l'histoire, dans leur histoire à eux, c'est au XVe siècle, quand les Européens ont débarqué sur les côtes africaines. Et tu as cette image-là de toi, en fait. Tu te dis, ah bah ouais, finalement, moi, mes ancêtres, c'était des esclaves, en fait. C'est ça. Mon histoire, en fait, commence elle commence là. Dans la négativité. Dans la négativité, exactement. Et puis, en allant dans des événements aussi à Paris, où il y avait justement des expositions, où je vois qu'en fait, ah bah non, il y a eu en fait, une exposition sur les rois d'Afrique. Je fais rois d'Afrique, rois et reines d'Afrique. Ok, donc je m'intéresse, je fais, ah bon, il y avait des rois et des reines en Afrique. Tu sais, déjà là, tu as quasiment presque 28 ans, 29 ans, tu découvres qu'en fait, il y avait des royaumes en Afrique, qu'avant l'esclavage, il y avait des civilisations en Afrique. Et je suis là, mais je me suis trouvée tellement idiote. Je me suis dit, mais pourquoi j'ai pas essayé de chercher? Pourquoi j'ai pas essayé avant de comprendre, en fait? Ça aurait changé tellement de choses. Et là, j'ai passé, je pense, 2 ans, mais littéralement, à aller dans du Cheikh Anta Diop, aller dans le Théophile. Mais tu vois, j'ai voulu me nourrir. Bon, Cheikh Anta Diop, il faut savoir, il faut s'accrocher. Il faut vraiment prendre son temps avec lui parce que... papa, franchement. Donc, il faut s'accrocher. Donc, mais tu lis quand même parce que c'est passionnant. Et le livre, vraiment, qui a tout bouleversé, c'est et que je conseille vraiment aux différents auditeurs là qui nous suivent, c'est Jalissa Sekhmet qui tient une maison d'édition qui s'appelle Conscious Education Edition et qui a sorti une série de livres sur l'histoire de l'Afrique et de sa diaspora. Et c'est un manuel, là, que j'ai trouvé très accessible. Donc, c'est pour les enfants, mais aussi pour les adultes et pour les enseignants. Donc, elle l'a fait de manière à ce que même à l'école, les enseignants puissent parler de l'histoire de l'Afrique et de la diaspora de manière simple. Mais toujours avec des références historiques, etc. Et là, bien sûr, je revois Cheikh Anta Diop dedans, des références. On me parle, encore une fois, des civilisations, que ce soit même chez nous, au Congo, tu vois, les empires Congo, même. Je dis, mais ah ouais, trop bien. Donc, et c'était tellement passionnant que c'est à ce moment-là réellement que j'ai découvert mon africanité. Et c'est aussi cette découverte-là, plus mes différents voyages, mes expériences aussi professionnelles qui sont arrivées à Ekila, finalement. C'est tout ça. Et tout ça, ça s'est passé, tu vois, il y a 5 ans, 5, 6, 7, 8 ans. Voilà. Ah ouais. Et mon africanité, c'est très intéressant cette question-là parce que elle est quand même assez... c'est troublant quand même de se demander à quel moment tu as découvert ton africanité. Oui, parce qu'on a la question en elle-même. C'est vrai que la question en elle-même, pour d'autres peuples, elle n'a pas vraiment lieu d'être dans la mesure où c'est une évidence pour eux, ils ne la questionnent pas. Oui. Alors que chez nous, il y a eu un tel travail en fait de... Comment je pourrais dire ça on a tellement, dès l'enfance en fait, créé un système de sorte qu'on se haïsse nous-mêmes en fait. De sorte qu'il faut tout reconstruire. Contrairement à d'autres peuples, nous, on repart vraiment... On doit toujours, en fait, je pense que la plupart des Africains, qu'ils soient dans des Antilles, qu'ils soient des Amériques ou pas, à un moment donné de leur vie, ils doivent se reconstruire par rapport à ça.
parce qu'on a malheureusement été formaté à haïr tout ce qui est à nous. Haïr tout ce qui est noir, ouais. Et du coup, on ne fait pas l'effort de chercher parce qu'on se dit ce qui est à moi, c'est pas intéressant, c'est naze, c'est nul. Et mon histoire, de toute façon, j'ai rien à dire en fait, parce que je suis descendant d'esclaves. Bon, moi, je vais pas trop t'apporter grand chose. Ouais. Et du coup, c'est pour ça qu'à chaque fois que je la pose aux personnes qui viennent, alors j'ai des parcours différents. Il y a des gens qui, pour eux, ça a tout de suite été une évidence, parce qu'au sein même de la famille, il y a eu tout un travail de conscientisation. Mais pour en arriver là, il a fallu que les parents déjà déconstruisent les idées négatives qu'ils avaient reçues. Donc, c'est pas forcément évident. C'est pas évident. Et puis même par rapport à nous, nos parents, enfin l'école, souvent les écoles où est-ce qu'ils allaient, c'est des écoles missionnaires à l'époque. Enfin, tu vois, dans les années... les années 50, 60, c'était ça. Donc l'histoire qu'on leur racontait, c'était l'histoire c'était les Belges, en tout cas pour le Congo, Kinshasa, qui décidaient des manuels scolaires. Et donc le problème aussi, il vient de là, c'est que tes parents eux-mêmes ne savent pas forcément. Enfin, ils ont la connaissance, mais je pense que quand tes parents viennent dans un nouveau pays, il y a cette question aussi d'intégration. C'est-à-dire que je sais que, par exemple, moi, à la maison, mes parents parlaient français, ils ne parlaient pas lingala. Ils me parlaient français parce qu'ils considéraient que c'était important qu'à la maison aussi, je parle français pour mieux m'intégrer, finalement, après. C'était leur choix. Mais ils avaient, je crois, eux, cette envie de faire en sorte que nous réussissions, nous donner les meilleures armes pour que nous réussissions et de nous plonger totalement dans cette belle éducation nationale. Tout ce que nous apprenait, il faut bien l'apprendre et puis être bon élève pour avoir un bon métier et que finalement leur sacrifice puisse payer. Voilà, exactement. Ouais. Exactement. Donc je pense que même, c'est très juste ce que tu dis par rapport même aux parents, c'est très important. Et on en revient encore aux différentes activités qu'on fait. Quand tu as des parents qui prennent conscience qu'il est important que leur enfant puisse avoir une estime d'eux-mêmes, se valoriser dès très jeunes, c'est important. Le rôle du parent est très important dans l'éducation aussi. Et c'est là où je pense qu'on est dans une ère, dans une génération qui va éduquer ses enfants, je pense, différemment. Et on a aussi des auteurs aussi, de plus en plus, même s'il existait évidemment beaucoup d'auteurs africains, afrodescendants à l'époque, et encore aujourd'hui. Mais aujourd'hui, voilà, t'as une nouvelle vague aussi de livres aussi, de littérature jeunesse, voilà, qui permet de tout petit avoir des livres avec des enfants, des illustrations d'enfants qui te ressemblent en fait, qui ne sont pas caricaturées, qui te ressemblent vraiment. Et ça aide énormément, des poupées qui te ressemblent. Là, tu me parles de ça, ça me fait penser à Ashley. Tout à fait, c'est à elle que je pense tout de suite. Honnêtement, son projet, encore une fois, j'ai eu ce que j'ai ressenti en fait pour Ekila Kids. J'ai ressenti ça avec Little Nappy. Et je me suis dit, mais my God, si j'avais reçu ça. Et là, j'essaie en fait de plus en plus, si tu veux, de ne plus être dans l'optique de si j'avais reçu ça. J'essaie de me projeter, de me dire, mes enfants auront ça. Exactement. Parce que c'est vrai que quand je suis dans le passé, c'est vrai que moi, ça me fait mal. Mais j'essaie de me dire, mes enfants auront ça. C'est comme un peu... c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui ont pensé que c'était un peu trop exagéré notre réaction quand Black Panther est sorti. Moi, quand Black Panther est sorti, j'ai pleuré au cinéma. Parce que c'était la première fois que je voyais des super-héros qui me ressemblaient. Les seuls personnages noirs que je voyais au cinéma, c'était des bandits, c'était des prisonniers, c'était des gens en fait qu'il fallait tuer et éradiquer. Après, c'est eux, ils mourraient toujours en premier. C'est ça, ils mourraient toujours en premier. Et de voir qu'un noir qui est roi, une Lupita Nyong'o, enfin des gens qui me ressemblent et qui n'ont pas peur face à quiconque et tout, qui sont valorisés. Moi, je me suis dit, waouh, j'ai regardé ce film-là avec mon petit frère. J'ai pleuré. Ça m'a touchée. Et je me dis que mes enfants auront ça. Et je me dis, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Et honnêtement, les filles, vous déchirez. Merci. Et tu déchires aussi, Afropolitaine. Merci de nous donner la voix. Merci de nous permettre de nous exprimer, de parler de nous aussi. C'est super. Merci de ce temps. C'est ça aujourd'hui, cette génération-là. Tu vois, on fait. Et toi, tu fais. Et pareil, là, tu viens de commencer. Regarde déjà tout ce que tu fais. Non, mais c'est super. Moi aussi, je te porte. Et de toute façon, on a dit quoi? On est ensemble. Yeah.
Merci beaucoup, Vasélie. Là, on Merci, arrive Mélissa. à la fin de ce podcast. Déjà? Yeah, Oh. déjà. Ça passe toujours Ça passe vite. trop vite. Du coup, mes deux petites dernières questions, c'est pourquoi tu as accepté de participer à ce podcast et qu'est-ce que tu pourrais dire aux petites afropolitaines, aux petits afropolitains et à toutes les personnes qui nous écoutent? Oui, alors pourquoi j'ai accepté? Déjà, l'initiative, je la trouve belle. Je la trouve belle de pouvoir créer cet espace-là pour que les femmes afro puissent venir s'exprimer, puissent se voir, puissent se parler. Ouais. Parce qu'on dit souvent, nous, entre femmes. Non, c'est pas vrai. C'est Regarde un la mythe. preuve. Regarde, on se check avec Mélissa. Là. On se Yeah. check. Yeah. On s'aime, nous les femmes, on Yeah. s'aime. Voilà, on le montre. Donc je pense que c'est très important, voilà, de développer ça et de continuer l'afropolitaine, avec un E à la fin. Donc voilà, donc j'ai trouvé ça très bien et vraiment, je me suis sentie aussi honorée que tu m'aies aussi invitée. Donc je me suis dit, voilà, il faut absolument que je sois là. Donc encore merci. Et ce que je pourrais dire aussi aux afropolitains, aux afropolitaines qui nous suivent, c'est encore une fois, suivez votre appel. Allez-y, n'attendez pas d'avoir le réseau. N'attendez pas d'avoir les moyens pour vous lancer. Lancez-vous avec les moyens que vous avez. Et c'est la vie qui va venir vous mettre sur votre chemin, des personnes, des circonstances qui feront que votre projet va vraiment grandir, nourrir. Si c'est vraiment ce à quoi vous êtes fait, ça se fera. Donc prenez courage et lancez-vous. N'ayez pas peur de ça. Lancez-vous. En tout cas, vraiment, c'est waouh. J'ai une petite larme qui coule là, mon Dieu. Oh, chérie. Merci beaucoup. En tout t'en cas, prie. c'est une superbe conclusion, honnêtement. J'ai rien à dire. Merci. Thank you. You're welcome. Merci beaucoup, Vasélie, Merci, en tout Mélissa. cas, d'avoir accepté de participer à ce podcast. Ça m'a vraiment fait plaisir. Moi aussi. Merci. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast sur l'Afropolitaine.